Cette semaine, à Hockey le Magazine, on rencontre notre collègue de chez Accès Physio, Stéphane Fournier. On s'entretiendra avec Jérémy Lauzon pour parler de son parcours au hockey mineur. La chronique Trio Hockey sera bien sûr de retour. Et on vous propose une entrevue avec Stéphane Robida, entraîneur adjoint des Canadiens de Montréal. Mesdames et messieurs, bienvenue à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine vous est présenté par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey. Et par le livre de Pierre Gervais, Au cœur du vestiaire. En vente partout. On est cette semaine avec l'entraîneur adjoint des Canadiens de Montréal, Stéphane Robida, qui est entraîneur adjoint depuis quelques mois maintenant. Stéphane, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Stéphane, parle-moi un peu de la nouvelle réalité que tu as. Si on exclut le côté sportif, là, mais l'adaptation dans les derniers mois de ta vie, je suis certain que tu n'as pas vu passer là, la deuxième moitié de l'année 2022. Non, on est rendu déjà à 15, on a déjà joué 15 matchs et c'est quand même incroyable. Tout se passe vite. Si on compare à l'an passé où on jouait, c'était plus de pratique, moins de matchs. Là, c'est un autre beat de vie, mais vraiment, je me plais beaucoup. Là. Justement, tu en parles de l'année dernière, tu étais entraîneur-chef avec les cantonniers de Magog, tu t'es rendu finalement jusqu'à la Coupe TELUS. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ce passage-là avec les cantonniers qui t'a aidé puis où tu as été entraîneur-chef de l'équipe? Vraiment, c'est une année que j'oublierai jamais. Le groupe de joueurs, l'organisation, ce qu'ils m'ont fait vivre, d'avoir la chance de gagner un championnat. Au Québec. On a perdu en finale à la Coupe TELUS, mais juste de gagner le feeling quand on a levé la Coupe à Lévis, de vivre ça avec les joueurs, ça a été quelque chose que je vais me rappeler toute ma vie. Ça, c'est vraiment, les gars m'ont fait vivre des belles émotions. Puis à la Coupe TELUS, comment les gars ils ont travaillé, n'ont jamais abandonné, la façon dont on est revenu dans le match en finale. De perdre ça cruellement, c'est sûr que ça fait mal au cœur, mais je retiens que juste du positif de cette année-là avec les gars. Est-ce que tu pensais que tu allais poursuivre avec les cantonniers de Magog cette saison ou est-ce que tu te voyais déjà accéder à ce niveau-là? Comment ça s'est passé cet été lorsque Martin Saint-Louis t'a contacté? Je te dirais que quand, tout de suite après avoir perdu la Coupe TELUS, je pensais déjà à l'année suivante, les choses que je voulais améliorer, les choses que je voulais faire de mieux. Le whoop, il est venu à l'appel de Stéphane Julien qui est arrivé d'un peu de nulle part. Je ne m'attendais pas à ça. Stéphane Julien qui est l'entraîneur-chef du Phoenix. De Sherbrooke. Fait que j'ai accepté le poste finalement avec le Phoenix. Puis un petit peu plus tard, Martin, quand il m'a approché, encore une fois, c'était pas dans mes plans. C'était pas. Mais c'est une opportunité que je ne pouvais pas refuser de travailler pour le Canadien de Montréal, travailler avec Martin, Alex, Trevor, Éric Raymond, coach des gardiens. Vraiment un beau groupe. Une belle organisation, un beau groupe de jeunes joueurs aussi. Fait que c'est vraiment, je me plais beaucoup. Là. Si tu parles de justement tes collègues comme entraîneurs, Martin Saint-Louis, Trevor Letowski, Alex Burrows, toi, vous êtes tous des anciens joueurs. Est-ce que tu penses que c'est ça la nouvelle réalité maintenant dans la Ligue nationale, d'avoir des anciens joueurs comme ça où ils ont encore la place pour des entraîneurs, je vais dire, de carrière, comme on dit? Je pense qu'il y a de la place pour tout. Il n'y a pas nécessairement une recette. Je pense, moi, c'est comme ça que je vois ça. Nous, c'est un peu notre modèle, un peu. On est tous des joueurs qui ont joué à la même époque. On est tous des passionnés de hockey. Mais je pense qu'il y a de la place encore aussi pour des entraîneurs de carrière, des très bons entraîneurs qui ont jamais vraiment joué dans la Ligue nationale, mais qui ont du succès soit au niveau. On va au Québec, on a plein de bons entraîneurs au niveau junior majeur. Midget 3, il y a des très bons entraîneurs, même hockey mineur. Fait que c'est sûr que c'est la façon dont le groupe a été formé, mais je pense pas qu'il y a une façon en particulier de faire. Parle-moi de ce que ça a représenté pour toi d'arriver avec le Canadien. C'était ta première expérience dans la Ligue nationale comme entraîneur. C'était avec le Canadien de Montréal. Ça devait faire spécial, même si je sais que tu as eu ta carrière de joueur dans un environnement majoritairement différent du Canadien. Là. Oui, mais j'ai eu la chance d'avoir eu la chance de commencer ma carrière à Montréal, d'être repêché par le Canadien, de vivre le marché montréalais. Je pense que ça m'aide énormément aujourd'hui dans ce que je fais. Je savais exactement à quoi m'attendre. Trouves-tu que ça avait changé beaucoup depuis l'époque où tu avais été comme joueur puis que tu revenais ensuite comme entraîneur? C'est sûr que tout a changé. Si on regarde au niveau, quand je suis arrivé au Centre Bell, c'est même plus la même chambre. Le lounge, le gym, beaucoup de choses qui ont changé. Le chef, la nourriture qu'on a à tous les jours, ça, c'est toutes des choses qui sont nouvelles qu'on n'avait pas Et qui sont appréciables? Oui, exact.
On manque pas de nourriture, ça, c'est sûr. Stéphane, parle-moi un peu de la jeune brigade défensive que vous avez avec le Canadien. C'est un beau défi pour toi. On en a beaucoup parlé depuis le début de la saison. Il y en a plusieurs des jeunes défenseurs. Comment on forme un jeune défenseur, selon toi? C'est quoi la clé pour arriver au succès? Est-ce qu'il y en a une clé? Ben, je sais pas s'il y a une clé ou je pense pas qu'il y ait nécessairement une route, quelque chose de particulier à faire. Je pense que c'est chaque joueur a une identité. Puis je pense que ce qui est important, c'est de trouver ton identité comme joueur. Chaque joueur a ses forces. Il y a des choses tout le monde a des choses qu'on doit améliorer. Je pense que c'est de continuer à peaufiner tes forces, qui demeurent tes forces, puis tu peux aller les chercher à un autre niveau. Puis tout en améliorant un petit peu les choses qui peuvent te faire un petit peu plus mal. Stéphane, merci beaucoup d'avoir été avec nous à Hockey le Magazine. On te souhaite la meilleure des chances, non seulement dans ta carrière, mais aussi avec le Canadien cette année. Merci beaucoup. On se retrouve chez Collecte Édition pour notre question de la semaine avec Pierre. On se retrouve au bar, comme on est depuis quelques semaines ensemble. Pierre, pour parler des Islanders de New York qui affrontent le Canadien de Montréal. Les Rangers aussi vont affronter le Canadien. C'est une semaine new-yorkaise pour le Canadien de Montréal. Et parler des Islanders, c'est forcément parler des fameuses dynasties qu'on a eues de ce côté-là dans les années 80, qui avaient suivi les dynasties du Canadien de Montréal, qui, elles, remontaient dans les années précédentes. Je suppose que ça a créé un engouement incroyable pour des cartes comme Mike Bossy, par exemple. Mike Bossy est un joueur très populaire dans le monde du hobby. C'est sûr qu'il y a eu un regain d'intérêt aussi avec son décès récent. Sa carte recrue reste une carte iconique, 1978-79 OPC. Une belle carte à avoir. Qui ont des belles valeurs, je suppose. Oui, absolument. Surtout quand elles ont un bon grade, là. C'est assez pas pire. Et on se transporte plusieurs années plus tard. Tu voulais nous parler aussi de Matthew Barzal, qui, bon, sans dire qu'il n'a pas une belle carrière, il a une belle carrière, Matthew Barzal, mais c'est peut-être pas le nom que j'aurais le plus pensé parmi les cartes iconiques des Islanders. C'est quand même lui qui a pris le relais après que John Tavares soit parti. C'est quand même lui le cœur de l'équipe. Puis oui, il est quand même assez populaire dans le hobby aussi. Un excellent passeur, particulièrement Matthew Barzal. Merci beaucoup, Pierre. On va aller avec notre question de la semaine qui concerne les Islanders de New York. Et on se demande cette semaine, quel ancien capitaine du Canadien de Montréal a connu sa meilleure saison en carrière dans l'uniforme des Islanders? Est-ce A. Kirk Muller, B. Pierre Turgeon ou C. Vincent D'Anfous? La réponse après la pause. On se demandait avant la pause quel ancien capitaine du Canadien de Montréal avait connu la meilleure saison de sa carrière dans l'uniforme des Islanders de New York. Et la réponse est B, Pierre Turgeon. Pierre Turgeon qui a inscrit 132 points avec les Islanders en 1992-93, une saison d'ailleurs qu'on se rappelle tous à Montréal quand on fait référence à la saison 92. C'était probablement aussi la saison où il y a eu le plus de points. Je pense qu'il y avait eu 12 joueurs au moins qui avaient eu 100 points ou plus cette année. C'est une époque quand même différente. Mais Pierre Turgeon, il avait fait partie, évidemment, un gars qu'on a connu avec des performances offensive assez spectaculaire. Comment ça se passe pour lui au niveau des cartes de hockey? Je te fais une petite mise à jour. Là. Comment ça se passe? C'est super plat, ce que je veux dire. Il n'y a aucune demande pour Pierre Turgeon. Ah ouais, à ce point-là. Est-ce qu'il souffre de l'époque des années 90, justement, dont on parle souvent? Un peu. Sa carte recrue est en 88. T'sais, en bon état, ça vaut un peu de sous, mais malheureusement, il n'y a pas grand monde qui collectionne Pierre Turgeon. Fait que, avis à ceux qui sont fans de Pierre Turgeon, ça vous coûtera pas cher faire une belle collection. Je me rends compte au fil de nos chroniques que tous les joueurs qui ont amorcé leur carrière dans les années 90, c'est un triste sort, on dirait, au niveau des cartes de hockey. Oui, c'est vrai. En général, oui, il y a quelques exceptions, évidemment, mais on en reparlera dans les prochaines capsules. Sur cette note, on va se laisser comme ça. Merci beaucoup, Pierre. Merci. La chronique Physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. On est de retour cette semaine à Hockey le Magazine chez Accès Physio avec Stéphane Fournier. Vous avez reconnu qu'on a un invité spécial cette semaine, Stéphane. Oscar se joint à nous pour la chronique. Oui, Oscar, corps d'os, alors un classique en médecine. Stéphane, on va parler cette semaine des blessures à l'épaule, malheureusement de blessures qu'on voit souvent dans le hockey. Toi, comme physiothérapeute, je suis certain que c'est quelque chose que tu as eu à traiter à des dizaines de reprises depuis 30 ans. L'épaule est vraiment particulière. C'est l'articulation la plus mobile du corps humain, Jasmin. Alors, elle est sujette, elle est vulnérable à tout ce qui est mise en échec, contact, chute. On voit énormément de cas d'épaule au hockey. Et justement, bon, pour cette chronique, on parle d'épaule. Je vais te dire que je sais c'est où l'épaule sur l'anatomie du corps humain, mais il y a plusieurs choses à comprendre avec des blessures à l'épaule. Puis justement, avec Oscar qui est avec nous, tu avais des choses que tu voulais nous expliquer sur cette partie du corps-là. Bien, écoute, il y a 4 articulations à l'épaule, Jasmin. L'épaule, c'est pas juste l'articulation entre l'humérus et l'omoplate. Il y a l'acromioclaviculaire qui est ici entre la clavicule et ce bout d'os qu'on appelle l'acromion. On en voit énormément de ces mises en échec-là. On voit beaucoup de joueurs de hockey qui ont ces problèmes-là. Entre le sternum et la clavicule, sternoclaviculaire. Si on tourne Oscar entre l'omoplate et la cage thoracique, la scapulothoracique,
4 articulations, 17 muscles, Quand même. des ligaments pour stabiliser tout ça. Plein de potentiel de blessure. Et justement, ces potentiels de blessures-là, on en entend beaucoup, des luxations, des fractures, des entorses. Peux-tu nous démystifier un peu toutes ces blessures-là? Bon, je sais qu'il y en a beaucoup, là, mais quand même. Bien, excellent résumé. C'est à peu près ça, en fait, hein, Jasmin. L'articulation peut être luxée. Hein. On voit l'épaule qui sort de son enveloppe. Des fractures, on en voit énormément. Des tendinites, des tendinopathies, des atteintes de tendons. Toutes ces blessures-là, entorses, etc., sont vraiment fréquentes à l'épaule. Et Stéphane, on voit souvent des blessures à l'épaule qui peuvent perdurer dans le temps, être des blessures à long terme. C'est complexe de revenir au jeu. Comment tu traites ces blessures-là, toi, comme physiothérapeute? C'est un long processus, je suppose? Bien, écoute, tout est relatif à la gravité de la blessure. Les épaules sont même souvent sujettes à des chirurgies. L'orthopédiste va devoir réparer l'instabilité, par exemple, la fracture, etc. Alors, plus c'est grave, plus c'est long. En physio, on va travailler en thérapie manuelle pour regagner cette mobilité perdue. On va travailler avec des exercices de renforcement pour les manques de force et les pertes dues à l'inactivité. Alors, tout ça spécifique au hockey, le retour au jeu doit être bien guidé, bien progressif. On veut vraiment pas que le joueur se reblesse. Et justement, parlant de ces critères de retour au jeu, quels sont, toi, tes critères pour que tu considères qu'une épaule est revenue à sa forme maximale? Bien, il y en a 4 principaux, Jasmin. Hein? Un niveau de douleur qui n'empêche pas le joueur de performer. La douleur est vraiment un facteur. Une mobilité qui est adéquate pour pouvoir faire le sport. Une force adéquate et bien sûr toutes ces habiletés-là qui nécessitent une bonne protection, une bonne exécution au niveau de l'épaule. Je sais que le corps humain est tellement complexe, il y a tellement de muscles et d'os qui peuvent être intéressants à parler. Qu'est-ce qui, selon toi, rend l'épaule fascinante? Qu'est-ce qui est, après 30 ans, toujours challengeant, si tu me permets l'expression, à travailler sur une épaule? Bien, tu sais, l'épaule, c'est complexe parce que sa biomécanique dépend clavicule, côte, muscles, articulations, omoplate, etc. Alors, c'est un beau défi pour le thérapeute. L'important, encore une fois, je crois que c'est le physiothérapeute qui doit prendre charge de ces blessures-là parce qu'on voit bien la globalité dans l'approche et puis ensuite le physiothérapeute qui est justement habilité à comprendre le hockey, comprendre le sport pour guider un retour au jeu sécuritaire. Stéphane, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à Oscar aussi pour sa présence à Hockey le Magazine. On était bien content de l'avoir avec nous. Plaisir, Jasmin. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour à tous. Bien content d'être de retour cette semaine avec une autre capsule d'équipement en compagnie d'Éric Dupont, le spécialiste hockey. On va revenir sur l'univers des bâtons. Pas besoin de payer très, très cher d'avoir des bâtons haut de gamme pour s'amuser. Éric, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Puis tout le temps, les gens font référence au bâton. Ils pensent tant au bâton le plus cher. Puis c'est intimidant, des fois, la facture sur un bâton. Mais, écoute, on a des bâtons à tous les prix. C'est quand même un bâton pas cher qui est quand même de qualité très bonne. Si on pense aux bâtons en bois qu'on utilisait il y a 15-20 ans, les bâtons en composite d'entrée de gamme qui sont très, très, très abordables, comme je disais, vraiment de bonne qualité. C'est sûr que la performance n'est pas la même qu'un bâton haut de gamme, comme ce qu'on va présenter ici. Mais on a quand même une option intéressante cette semaine, une nouveauté chez Sherwood qui va probablement intéresser beaucoup de personnes. Mais avant de débuter avec les bâtons, puis moi, je suis curieux de savoir, on sait tous, en tout cas, moi, je sais ça, je ne sais pas si tout le monde le sait, que dans la LNH, chez les pros, il y a beaucoup de joueurs qui ont des ententes avec les fournisseurs. Si on pense à un Nick Suzuki chez Bauer, puis un Cole Caulfield ou un Josh Sanderson avec CCM. Est-ce que j'imagine que tu devais avoir des relations quand même assez étroites avec les représentants de ces compagnies-là? Oui, effectivement. C'est sûr qu'à Montréal, à Toronto, à New York, les gros marchés, presque tous les joueurs ont une entente avec des compagnies. Des endroits comme Arizona, Dallas, ainsi de suite, c'est un petit peu moins intéressant pour les compagnies d'avoir des joueurs sous contrat-là. Mais notre relation avec les représentants a toujours été tellement importante. On se tient au courant l'un l'autre, ce que le joueur veut changer, ce que le joueur veut apporter quelque chose de différent à son modèle, à son pattern. Ouais. Alors, je pense que les joueurs sont bien contents aussi que les représentants prennent bien soin d'eux autres.
Ouais, puis je suis sûr qu'à Montréal, il y avait un avantage, étant donné que CCM et Bauer sont basés à Montréal. Puis Warrior a des bureaux aussi. Donc, c'est vraiment avantageux pour les Canadiens, j'imagine. Ça, des joueurs, lorsqu'ils arrivent à Montréal, là, sont très contents de ça. Ah oui, c'est ça. C'est différent qu'à Phoenix. Effectivement, oui. Pour commencer, Pierre, on a deux bâtons de CCM qui sont vraiment les nouveautés de cette année dans le haut de gamme. Donc, deux points de flexion différents. Donc, en haut, on a le Ripcore 7 Pro, qui est un point de flexion plus bas, donc un low kick. Et puis le Tacx ASV qui est un mid-kick. Donc, des bâtons ça, c'est important. Hein? Ouais, les gens, on le voit pas à l'œil nu, là, mais c'est très, très important. 100%. Puis comme tu disais, les représentants des compagnies vont chez les Canadiens rencontrer les joueurs, mais en magasin, nos spécialistes sont formés par ces mêmes représentants-là, souvent, pour bien expliquer aux joueurs comment choisir son point de flexion, quelle courbe, le flex, évidemment. Tu ne veux pas jouer qu'un bâton qui est trop raide ou trop mou non plus. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses. C'est vraiment une science importante, les bâtons. Il y a beaucoup de technologies derrière. Ça coûte cher, les bâtons de gamme, oui, mais la recherche et développement qui est mis derrière ça, ça coûte beaucoup de sous aux compagnies. Oui, effectivement. On évoque les Sherwood, je crois, les bâtons de Sherwood. Oui, puis juste avant de parler des bâtons Sherwood, puis moi, je suis curieux, j'ai entendu dire que tu avais une histoire intéressante avec Sidney Crosby puis ses bâtons. Oui, disons qu'aux Olympiques à Vancouver, à un moment donné, Sidney revient au banc des joueurs, puis je m'aperçois que son bâton est craqué. Moi, je suis derrière le banc, et je vois dessous le banc, puis je m'aperçois qu'il y a une petite craque dans son bâton. Fait que là, j'amène un autre bâton, puis j'y donne. Puis il me regarde et dit « Pourquoi tu me donnes ça? » Il dit « Ton bâton est craqué. » Puis là, il a regardé. Il m'a tellement remercié, là. Puis même après le match, j'étais tellement content, là. Fait que c'est des petits trucs qu'on est là pour ça. On remarque ces petits détails-là, puis on aide le joueur à bien performer. Ensuite de ça, on a gagné la médaille d'or. Ah, ça fait toute la différence. Puis écoute, je sais que tu as ta part dans la médaille d'or, mais peut-être tu as une plus grande part là-dedans que les gens pensent. On ne saura jamais. On ne saura jamais, mais Sidney, c'était le joueur qui a fait le but le plus important du Canada dans les 25 dernières années. Ça fait que, merci, Pierre. C'est quelque chose. Comme je disais, le dernier bâton, c'est vraiment... C'est un petit peu comme dans l'équipement, tu as Pierre Gervais, la légende, chez les gérants d'équipement. Le bâton Sherwood T90 fait partie des légendes pour moi dans le bâton de hockey. Effectivement. Très peu utilisé, je dirais pas utilisé chez les pros, mais dans la Ligue amateur, Ligue de garage, c'est le bâton numéro 1 depuis, je te dirais, plus de 10 ans. Un bon prix, un bâton d'une qualité super intéressante. Mais c'est un bâton qui performe bien pour le prix. Pas pour rien que Sherwood, ça c'est la 3e génération qui est nouveau de cette année, qui est vraiment un modèle qui continue la lignée de la famille True Touch de Sherwood. Vraiment un modèle à réessayer si vous ne l'avez pas essayé depuis longtemps. Donc, merci beaucoup pour une autre capsule d'équipement. On se revoit la semaine prochaine, puis des jambières de gardien de but. Merci à tous. Cette semaine à Hockey le Magazine, pour parler de parcours au hockey mineur, on a le plaisir de recevoir le défenseur de l'organisation des Predators de Nashville, Jérémy Lauzon, qui est avec nous. Jérémy, parle-moi de comment ça a commencé pour toi, le hockey mineur, dans ta jeunesse. Ben, moi, je viens de Val-d'Or, fait que j'ai fait tout mon hockey mineur à Val-d'Or. J'ai commencé à jouer au hockey Mag 2. J'étais assez jeune, là, comme 5-6 ans, comme tous les petits gars au Québec. Je n'étais pas le meilleur non plus. Je pense que le fait aussi de venir de Val-d'Or, ça m'a donné un peu plus d'exposure, un peu plus de chance de faire les équipes élites là, par la suite. Là. J'ai fait comme Mag 2, Novice B, Novice A. Après ça, j'ai tout le temps, à partir de la tombe, j'ai tout le temps joué dans les plus grosses catégories qui étaient offertes à Val-d'Or parce que souvent, on n'avait pas les mêmes catégories qu'à Montréal. Mais tu sais, moi j'ai adoré ça. Toi, j'aimerais ça revenir justement sur l'Abitibi. Parle-moi des réalités de jouer au hockey dans cette région. C'est évidemment plus loin des grands centres qu'on connaît à Montréal. C'est sûr que c'est une petite région, mais les gens adorent le hockey, on vit que pour ça. Je me rappelle quand j'étais jeune, on allait à nos pratiques, puis après ça, le soir, on allait à la patinoire à l'extérieur. Fait que, ça m'a permis de... Comme j'ai dit un petit peu plus tôt, je n'étais pas le meilleur là, au hockey en grandissant. Il
y avait beaucoup de joueurs qui étaient meilleurs que moi, mais je pense que le fait que je viens d'une petite région, ça m'a donné la chance de jouer dans la tombe 2B. Les équipes élites, là, que peut-être que si je venais de Montréal, j'aurais pas eu la chance de faire partie de ces équipes-là à mon jeune âge. Puis je pense que c'est un peu pour ça aussi que ça m'a aidé à grandir en tant que joueur de hockey aussi à cet âge-là. Justement, avec toute cette histoire et la place de la famille dans ton parcours, qu'est-ce que ça a représenté pour toi quand tu as été rappelé dans la Ligue nationale de hockey puis que tu as joué ton premier match, de les avoir avec toi? Ben, c'est sûr que ça a été les premières personnes que j'ai appelées aussitôt que je savais que j'allais jouer ma première game. Puis les avoir dans les estrades là, pour ma première game, c'est quelque chose de spécial aussi. Là. Je pense que mon père était émotif, là, mais je pense que c'est un rêve c'est un rêve pour moi de jouer dans la nationale, mais de voir ton enfant réaliser ses rêves, je pense que c'est quelque chose de spécial aussi. Fait que non, je suis content de pouvoir dire que tous les sacrifices que mes parents ont fait pour moi ont payé. Là. Quand tu as la chance de retourner en Abitibi, Jérémy, et que tu reparles à des jeunes, quand tu veux aider un jeune à réaliser son rêve, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Puis j'ai tout le temps aimé jouer au hockey, mais l'important, c'est de s'amuser. Puis, comme dans toute chose, il y a des hauts et des bas. Il faut juste continuer à avancer. Puis, même si c'était une mauvaise game, ben, tu gardes la tête haute. Puis, la prochaine va juste mieux aller. Là. Est-ce qu'il y a des embûches en particulier, tu dirais, que tu as traversées dans ta carrière qui t'ont peut-être formé davantage puis qui t'ont aidé à te rendre jusqu'où tu es maintenant dans la Ligue nationale de hockey? Ben ouais, je pense que j'ai eu une super bonne carrière junior. Mes 4 ans à Rwanda, ça a super bien été. J'ai eu la chance de gagner la Coupe du Président. J'ai eu la chance de faire 2 camps d'entraînement à Team Canada. J'ai joué pour Team Canada une année. Les séries Subway, tout a vraiment bien été pour moi. Puis, j'ai eu quelques embûches. C'est sûr qu'il y a eu quelques games qui allaient moins bien. Mais overall, ça a super bien été. Mais mon saut au professionnel, ça a été une claque d'en face. Là, ma première année professionnelle, je m'attendais pas à ce que ce soit autant dur mentalement que physiquement. Cette claque d'en face-là, ben, ça m'a aidé à forger mon caractère puis de comprendre un peu c'est quoi la game professionnelle. Puis ça m'a permis d'être le joueur que je suis aujourd'hui. Là. Ben, merci beaucoup, Jérémy. C'était un plaisir de te recevoir à Hockey le Magazine, puis bonne fin de saison. Merci beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois cette semaine à Hockey le Magazine. La semaine prochaine, on vous propose un entretien avec Alex Belzile pour parler de son parcours au hockey mineur et un entretien avec les gens de la Force de Montréal, cette nouvelle équipe de hockey professionnel au Québec. À la semaine prochaine. Hockey le Magazine vous a été présenté par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du hockey. Et par le livre de Pierre Gervais, Au cœur du vestiaire. En vente partout.